Maintenant, comment vous dites que c'est la situation de la femme au Maroc? Alors, la situation de la femme au Maroc, elle est... Bon, je voudrais juste d'abord commencer par dire il y a des éléments communs aux femmes à travers toute la région, pas qu'à travers toute la région, mais à travers toute la zone euro-méditerranéenne, puisque nous avons fait des études dans le cadre de autant de notre association au Maroc qu'au niveau du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, et nous nous sommes aperçus que la condition des femmes, à certains égards, était aussi problématique dans les pays du Nord que du Sud de la Méditerranée. Il y a des choses communes en matière de droits inégaux, en matière de participation politique, en matière de violence contre les femmes, pour ne citer que ces éléments-là. Donc nous sommes réunis, les associations féministes et celles luttant pour les droits humains, au sein de ce réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, et nous travaillons à la promotion et à la lutte pour ces droits. Donc nous avons eu une réunion de travail à Madrid à la fin de la semaine dernière de ce groupe genre au sein duquel je représente mon association, l'Association démocratique des femmes du Maroc, et nous avons décidé de travailler justement à la participation de femmes à ces processus de transition. Sauf que on a l'impression qu'on dit transition démocratique et participation de femmes. Or, les femmes ont toujours participé à toutes les transitions, à tous les mouvements sociaux et à tous les moments importants de l'histoire de nos pays. Que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays-là, les femmes ont participé aux guerres d'indépendance. Elles ont participé à tous les grands moments de l'histoire, et même aux moins grands moments de l'histoire. Or, aujourd'hui, nous nous sommes aperçus que, comme à tous les grands moments de l'histoire, quand ces moments de l'histoire étaient terminés, on s'arrangeait pour que les femmes que leur rôle soit occulté ou marginalisé. Or, aujourd'hui, dans nos pays, nous sommes dans un processus de construction démocratique. Or, nous ne pouvons pas construire la démocratie dans nos pays si les femmes y participent. Participer est une chose. Avoir les moyens de participer en est une autre. Et surtout, je crois qu'il y a un élément fondamental sur lequel nous sommes aussi penchés. C'est l'exemple de la Tunisie à cet égard est assez probant. Nous ne pouvons pas démocratiser nos pays sans que les femmes y participent. Mais féminiser ne veut pas dire démocratiser. Donc nous sommes pour une construction démocratique avec la participation à tous les niveaux, de prise de décision, de structure, de droit, de changement, de la présence et de la présence effective des femmes à travers toute cette région. Nous avons rédigé un appel. Donc, au sein de notre groupe de travail qui est adressé à l'Union européenne, qui est adressé au gouvernement, aux parlementaires européens, à la société civile, à toutes les forces démocratiques de nos pays et d'ailleurs, pour soutenir ces mouvements de femmes, ces mouvements de changement et principalement d'appeler certains pays qui ont eu par le passé des soutiens parfois inconditionnels à des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, qu'aujourd'hui il y ait une remise en question dans les accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays et que l'Union européenne et que tous ces pays d'Europe puissent réfléchir pour que dans notre intérêt commun, il ne s'agit plus aujourd'hui de saisir des prétextes pour soutenir des régimes. Voyez-vous, parce que pendant longtemps, on a considéré que l'islamisme, que la lutte contre le terrorisme justifiait des régimes autoritaires. Aujourd'hui, nous avons d'autres alternatives. Nous avons d'autres alternatives dans nos pays
Nous construisons autre chose dans le pays. La seule alternative n'est pas les islamistes. Il y a des mouvements démocratiques dans le pays. Il y a des gens qui luttent pour ça. Et je pense qu'il devrait y avoir, en matière de droits des femmes, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les droits des femmes et les femmes ont toujours payé les tributs de ces choix. Que ce soit dans les sociétés d'accueil, dans les sociétés d'arrivée, dans toute cette région. Dans toute cette région, nous avons payé ces choix-là. Et je crois que, en tout cas, cet appel va être diffusé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant où nous ne pouvons pas, dans une construction démocratique, ignorer les femmes ou mettre, comme d'habitude, les droits des femmes, qui ne sont traités que quand les grandes questions seront traitées. Aujourd'hui, dans la construction démocratique de cette région de la Méditerranée, nous ne pouvons plus mettre les droits des femmes et la participation des femmes de côté. Vous direz que maintenant le Maroc est dans un moment de transition? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes dans une période de transition également, puisqu'il y a eu des revendications, il y a eu des marches, il y a eu des mouvements de revendication auxquels le roi a répondu par un discours où il a annoncé un certain nombre de réformes au niveau de la Constitution. Un conseil consultatif de la révision constitutionnelle a été désigné et il est en train de recevoir et d'étudier toutes les propositions de réforme de la Constitution. Le mouvement féministe s'est organisé, le mouvement féministe marocain s'est organisé au sein d'un réseau et nous avons proposé un certain nombre de réformes constitutionnelles concernant les droits des femmes. Donc il y a effectivement des principes, on va dire, généraux, comme en termes de séparation des pouvoirs, nous rejoignons. Et en matière de droits des femmes, plus spécifiquement, il y a un certain nombre de réformes que nous voudrions voir réalisées. Et entre autres, nous demandons qu'au niveau de la Constitution soit proclamée la sécularisation du droit. C'est-à-dire que le droit ne soit plus de source religieuse. Nous demandons également la primauté du droit international sur le droit interne. Nous demandons l'intégration de la définition de l'égalité et de la non-discrimination et de la criminalisation de la violence. Nous demandons voilà, pour les points les plus importants. Pas les points les plus importants, tout est important. Mais en tout cas, en matière de droits des femmes, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais il y a quelques initiatives pour changer la Constitution. On doit le faire, on va le faire. Ah oui. On a promis. Ah oui. Il y a un conseil consultatif de révision de la Constitution qui doit rendre ses travaux au mois de juin, qu'après avoir étudié toutes les propositions des partis politiques, des syndicats, des représentants et représentantes de la société civile, cette commission est composée de 18 membres, dont 4 femmes, et qui est en train de travailler à cette révision constitutionnelle. Donc il y a en fait, c'est un chantier, un chantier de construction démocratique auquel nous participons et auquel les femmes ne sont partie prenante, ont toujours été partie prenante, et aujourd'hui plus que jamais. On a écouté le roi du Maroc faire quelques promis, mais quelqu'un peut penser que rien d'important va changer au Maroc. Tu crois qu'il y aura des changements importants dans cette nouvelle constitution? Je crois qu'il y aura des changements. Je crois qu'il y aura des changements parce que en matière la constitution est la loi fondamentale du pays et je pense très sincèrement qu'il y aura des réformes constitutionnelles fondamentales. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, il faut avancer.
faut avancer. Nous sommes tous à un tournant de l'histoire. Nos pays sont à un tournant de l'histoire. Nous ne pouvons qu'avancer. Vous savez, on a vécu dans cette région. On a pensé pendant des années, pendant longtemps, que les peuples de la région étaient inaptes à la démocratie, étaient inaptes à la lutte pour leurs droits. Et on a vu en très peu de temps, une jeunesse qu'on disait dépolitisée, des pays qu'on pensait ne pas pouvoir réagir, des régimes qu'on pensait inamovibles, s'effondrer. Donc je crois qu'on est à une période de l'histoire de nos pays qui est porteuse de beaucoup de changements. Le changement à Tunisie et à l'Égypte vont affecter l'évolution au Morocco. Chaque pays va faire son chemin. Je crois qu'il y a un mouvement, mais chaque pays est spécifique. Et les réponses qui ont été apportées à chaque pays sont spécifiques. Il y a eu des revendications communes, puisque les revendications se sont essentiellement basées sur une revendication de liberté, de dignité, de démocratie. Mais chaque pays réagit et a réagi en fonction de sa société, de son histoire, de son emplacement géographique. Non, écoutez, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on dise le monde arabe, les révolutions du monde arabe, parce que le monde arabe, à mon sens, ce monde n'est pas arabe, ce monde il est berbère, il est arabe. Il est chrétien, il est musulman, il est juif, chaque pays est spécifique. Et chaque société a ses spécificités. Ça, au-delà des revendications communes, chaque pays est unique. Le Morocco, il semblait qu'il était avancé dans ce qui concerne le respect de la démocratie, en comparaison avec la Tunisie, l'Égypte. Et peut-être pour ça, il n'y a eu pas une révolte aussi critique avec le gouvernement, avec le pouvoir, comme il y a eu à l'Égypte et la Tunisie. Oui, puisque effectivement, sous Ben Ali, vous savez, la société civile indépendante n'existait pas. Les témoignages de nos amies tunisiennes et égyptiennes à Citagar sont assez effarants. Au sein du groupe de travail dans lequel je représente l'association intérieure de laquelle je milite. Et effectivement, notre amie tunisienne disait que qu'en Tunisie, l'apprentissage de la démocratie, c'est maintenant qu'il commence. Parce que pendant toutes ces années, les seules structures qui existaient, c'était des structures étatiques, un parti unique, des associations affiliées au pouvoir, sans aucun espace d'expression et beaucoup de répression. Le cas de l'Égypte était sensiblement le même, puisque les associations qui n'étaient pas désignées, soutenues par le pouvoir, travaillaient dans des conditions très difficiles, très difficiles, pratiquement dans la clandestinité, dans des espaces où les gens étaient surveillés, harcelés, où on avait du mal à les joindre par mail, où très souvent leur page et leur adresse email étaient piratées. Donc je crois que la différence par rapport au Maroc, c'est qu'au Maroc, nous avons une société civile très dynamique, qui a couvert des espaces très différents. Et je crois que c'est quelque chose qui a permis effectivement une expression différente par rapport à la Tunisie et à l'Égypte. En outre, on a prouvé la Moudawana il y a quelques années. Oui. Et que quand la loi c'est bon, mais l'application ça marche pas. Ça marche très lentement. Hein. Peut-être que ça sera un problème. On peut améliorer les lois, le changement de la vie va coûter. Bien entendu. Vous savez, la réforme de la Moudawana a été considérée comme étant une grande avancée. Il
il y a 2 points qui ont été très importants, à mon sens, au niveau de cette réforme. 2 points fondamentaux, c'est que ça a désacralisé un texte qu'on nous disait sacré, et d'un autre côté, ça a introduit en matière de responsabilité des époux, une égalité en matière de co-responsabilité dans la famille, de l'homme et de la femme. Pour le reste, ce code gagnerait à être encore travaillé, à être encore réformé en matière d'égalité. Nous avons eu effectivement énormément de problèmes en matière d'application de ce texte, puisque par exemple nous avions demandé que l'âge minimum du mariage garçon et fille soit 18 ans. Le texte avait prévu une dérogation dans un certain nombre de cas. Or, nous nous sommes aperçus qu'il y avait trop de dérogations qui avaient été accordées. Je ne veux pas dire que la dérogation est devenue la règle, mais il y a au niveau de l'application du texte énormément de problèmes. Donc effectivement, il y a les lois, il y a leur mise en application, il y a un travail de formation, il y a d'information, de sensibilisation et encore un travail de réforme, parce que nous avons encore énormément de textes où il y a des lois discriminatoires contre les femmes. Donc, écoutez, ce n'est pas gagné. Hein. Nous continuons à travers des réseaux que nous avons pour certains initiés, d'autres que nous avons intégrés pour la DFN. Et nous travaillons aussi à la levée des réserves au sein du réseau Égalité sans réserve. Nous travaillons toujours à l'égalité dans le code de la famille. Nous travaillons au code de la nationalité. Nous avons fait avancer un certain nombre de choses, mais vous savez, c'est encore long. Il y a quelques priorités dans ce combat pour la femme, et si on peut dire de la femme progressiste au Maroc. Écoutez, je crois que tout est lié. Tout est lié, mais il y a aujourd'hui un espace qui est difficile pour les femmes, c'est la participation politique et c'est l'accès aux postes de décision. C'est l'une de nos luttes, ce n'est pas la seule, loin de là. C'est l'une de nos luttes. Et nous demandons en termes de réforme constitutionnelle, nous demandons la parité. Parce que nous ne pouvons pas participer à une construction démocratique sans accéder au poste de décision avec les moyens de notre politique. Donc, participation politique effective, parce qu'il ne s'agit pas encore que de lois. Il s'agit de la mise en application de ces lois qui permettent un changement de mentalité, qui permettent une image différente du rôle des femmes dans la société, dans le sens du progrès. Je crois que ça, c'est important de le dire. C'est dans le sens du progrès.